Que nous allons maintenant écouter Camille Martin, qui donc est sociologue. Peut-être, je ne sais plus si vous êtes postdoc ou vous avez un doctorante, voilà, au CREST à Malakoff. Et donc nous allons l'entendre sur le développement du football féminin. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier les organisatrices et les organisateurs de ce colloque pour l'organisation et pour me donner l'occasion également de présenter un peu mes recherches. Ces recherches s'inscrivent dans ma thèse qui est faite en partie, enfin je dis bien en partie seulement, dans le cadre d'une convention de recherche avec la Fédération française de football, à laquelle je ne rends pas vraiment de compte en fait. Donc, en guise d'introduction, il faut savoir qu'à l'issue de la saison qui vient de s'écouler, la saison sportive qui vient de s'écouler, donc la saison 2015-2016, les joueuses de football licenciées auprès de la Fédération française de foot, elles représentent à peine plus de 6% de l'ensemble des 1,6 million de personnes, joueurs et joueuses de foot licenciées auprès de la Fédération. Néanmoins, c'est intéressant de relativiser ce chiffre, en tout cas de l'observer en dynamique, pour constater quand même que le nombre de footballeuses a énormément augmenté depuis les années 90, avec une croissance à peu près de l'ordre de 60% sur la période, dynamique qui contraste fortement avec la stagnation, voire la réduction du nombre de licenciés masculins pendant la même période. Et cette augmentation, elle est en fait particulièrement forte depuis 2010, avec d'importants taux de croissance annuels, c'est de l'ordre de 15%, de taux de croissance annuel sur les 2 dernières années. Cette augmentation, elle coïncide avec la mise en place depuis 2011 d'un plan fédéral de féminisation, donc un plan de développement du football féminin, autrement dit, qui a été décidé par les dirigeants élus de la Fédération française de foot. Ces dirigeants, ils ont décidé de grands objectifs très généraux, comme par exemple, les intitulés sont valoriser la place des femmes dans le football, devenir une nation de référence du football féminin, par exemple. Mais en réalité, les mesures concrètes de ce plan, qui permettent d'atteindre ces objectifs généraux, elles ont en fait été élaborées par des bénévoles et des salariés de la fédération qui sont investis en faveur du football féminin. Puisque, effectivement, c'est tout un ensemble de bénévoles, mais aussi de salariés, qui permettent à la fédération et à ses instances départementales et régionales de fonctionner. Et ces salariés, on va s'intéresser surtout aux salariés ici, ils se divisent en 2 groupes distincts, et c'est assez important. Ceux qui sont chargés des tâches dites administratives, et ceux qui appartiennent au secteur dit technique, c'est-à-dire au secteur qui est spécifique à la pratique du football. La distinction entre ces 2 secteurs, elle est très nette, à la fois dans les organigrammes et en même temps dans les esprits des salariés. Les salariés techniques, c'est l'ensemble de ceux qui mobilisent des compétences qui ne sont pas spécifiques au foot, comme c'est par exemple ceux qui s'occupent de la comptabilité, de l'enregistrement informatique des licences, des aspects juridiques, etc. Et puis, alors par contre, les salariés techniques, c'est ceux qui sont chargés de toutes les missions qui sont vraiment spécifiques à la pratique du foot. Ça peut être l'entraînement et la sélection et la détection en fait, des meilleurs jeunes joueurs. Ça peut être la formation des entraîneurs, la gestion des compétitions, l'aide des clubs au développement sportif de leurs pratiques, etc. Ces salariés techniques auxquels on va s'intéresser, ils sont embauchés essentiellement sur la base de leurs compétences relatives au football, compétences qui sont sanctionnées par des diplômes qui sont spécifiques, comme par exemple des brevets d'État, des brevets de moniteur de football, etc. Cette division des tâches entre un domaine administratif et un domaine sportif, elle est aussi très largement sexuée, puisque bien, si les femmes sont majoritaires parmi les salariés administratifs, à l'exception en tout cas des plus hauts échelons, tu vois, elles sont en fait très rares dans le domaine technique. Les femmes sont très rares dans le domaine technique. Et les rares femmes appartenant au domaine technique, salariées, elles sont de fait quasiment toutes affectées à la gestion et au développement du football féminin, et ce quel que soit leur échelon à la fédération, qu'elle soit à l'échelon national ou à un échelon départemental, régional, et puis également quel que soit leur statut d'emploi, c'est-à-dire qu'elles soient en CDD, en contrat aidé, en CDI, etc. La plupart des femmes qui sont dans le domaine technique, elles ont le statut de, alors je cite le
Leur titre, hein, elles sont cadres administratifs et techniques régionales féminines. Donc l'acronyme c'est CATRF, c'est l'acronyme que j'utiliserai. Et ce sont en fait, grosso modo, les responsables régionales du football féminin pour leur région. Donc CATRF. Ces postes de CATRF, donc un par région, ils ont été créés au début des années 2000 avec l'objectif de donner les moyens humains au développement du football féminin et en même temps avec l'objectif d'introduire des femmes parmi les salariés techniques de la fédération. De fait, c'est uniquement des femmes qui sont recrutées à ces postes de CATRF, à tel point qu'une annonce pour un poste de ce type qui a été paru en 2013 est entièrement rédigée au féminin, ce qui va donc à l'encontre des réglementations. Les matériaux que je vais utiliser ici, c'est des matériaux que j'ai recueillis en étant intégré à un groupe de travail composé de 4 CATRF, groupe de travail qui a été réuni à la demande des plus hauts salariés, des plus hauts responsables élus de la fédération, pour réfléchir aux modalités pratiques du développement du football féminin. Autrement dit, ça pourrait, grosso modo, être un groupe qui réfléchit aux manières de développer l'égalité femmes-hommes dans le foot. Bon, c'est pas exactement dans ces termes-là que c'est formulé, mais en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on pourrait l'interpréter, quoi. C'est jamais dans ces termes-là que c'est formulé, d'ailleurs. Alors, pour redonner quelques éléments de contexte, la présence de salariés de plus en plus nombreux au sein des instances gestionnaires de la FFF, ça s'inscrit dans un phénomène plus large de diffusion du salariat dans les associations et dans les fédérations sportives en particulier. Ces salariés qui travaillent donc avec des bénévoles, qui sont souvent socialement plus dotés qu'eux, ils connaissent un déni structurel de leur travail, pour reprendre les termes de Fleuriel et Chevalier, et en même temps un déni de leurs compétences, qui sont pourtant en l'occurrence ici spécifiques au football, dans le sens où eux sont diplômés dans le domaine du football, alors que les élus, les bénévoles qui les emploient, n'ont en fait pas de compétences spécifiques objectivées en matière de foot. Dans ce contexte qui est tendanciellement défavorable aux salariés, hein, me semble-t-il, eh bien, ces derniers luttent pour la reconnaissance de leur travail par les bénévoles qui les encadrent, en mettant en avant donc, leur expertise propre au foot. Voilà. Les femmes qui sont salariées, elles sont en fait particulièrement affectées par cette difficile reconnaissance professionnelle, notamment dans la mesure où leur affectation à la gestion du football féminin, qui est en fait un sous-espace dominé de la discipline, hein, cette affectation à cette discipline peu valorisée grève encore, à mon avis, leur légitimité professionnelle, d'une part vis-à-vis de leurs dirigeants élus, mais également vis-à-vis de leurs collègues salariés masculins. Ce déficit de reconnaissance, ainsi que cette stricte division du travail que j'ai présenté un peu avant, eh bien naturellement c'est pas anodin, et ça s'inscrit dans un rapport plus large de hiérarchisation des activités, d'assignation des femmes aux tâches qui sont les moins valorisées. Et alors les travaux qui portent sur la féminisation de métiers traditionnellement non mixtes masculins, qui est un peu le cas de ce qui se passe ici, hein, eh bien mettent en avant le fait que ce mouvement de féminisation n'implique en fait pas une neutralisation des normes de genre dans les métiers concernés, en général, mais en réalité on observe comme ça plutôt une espèce de redéfinition de la division du travail, une requalification des tâches qui sont confiées aux femmes qui sont les nouvelles venues, hein, dans le métier, et en même temps ils mettent en évidence des mécanismes de protection des tâches masculines par les salariés concernés. La littérature fait aussi état comme ça de stratégies que mettent en place les femmes dans ce type de situation pour tenter d'échapper à ces logiques de dévalorisation de leur travail, de leur activité. Alors ça peut être par exemple en portant, je ne cite pas exactement les auteurs ici, mais en portant des tenues vestimentaires neutres ou en se conformant à un modèle masculin d'efficacité. Autrement dit, il s'agit en fait pour partie de masquer entre guillemets une espèce de spécificité féminine pour se fondre plutôt dans une forme d'universel masculin, hein, entre guillemets aussi, de manière à échapper à cette dévalorisation structurelle de leur travail et à l'assignation aux tâches qui sont les moins valorisées. Alors dans ces conditions, c'est beaucoup d'éléments de contexte mais qui en fait jouent même. Et donc dans ces conditions, j'aimerais en fait montrer comment la position dévalorisée des CATRF, hein, donc ces salariés chargés du développement du football féminin à l'échelle régionale, donc leur position
professionnels dévalorisés affectent, à mon avis, leur manière de concevoir l'égalité femmes-hommes dans le football, puisque il me semble que la difficile reconnaissance de leurs compétences professionnelles et de leur expertise technique les place clairement en position de faiblesse dans la concurrence avec leurs homologues masculins pour l'accès aux tâches les plus valorisées et puis les plus intéressantes à leurs yeux aussi. Il me semble que dans ce contexte dans ce contexte de position assez précaire finalement, eh bien, ces salariés qui sont chargés de définir les grands axes de la politique de féminisation du football, eh bien, prônent, il me semble, ou valorisent une gestion spécifique des footballeuses qui serait séparée de celle des footballeurs, et ce sur la base d'arguments différentialistes, comme si, en fait, il me semble que cette manière de faire leur permet de s'aménager une espèce de niche professionnelle. Puisque, en effet, en arguant de la spécificité des demandes et des besoins des joueuses par rapport à celles des joueurs, eh bien, elles présentent donc comme irréductibles les différences entre femmes et hommes, et puis eh bien, elles rendent comme ça légitime leur monopole sur la gestion des pratiques féminines, me semble-t-il, en tant que femmes. Et comme ça, eh bien, ça leur permet de s'affranchir de la concurrence de leurs collègues masculins, et puis en même temps de revendiquer de fait une forme d'expertise naturelle dans la gestion d'un public féminin. Or, en fait, il semble que eh bien, cette conception différentialiste et la promotion de pratiques sportives spécifiquement féminines hypothèque de fait les conséquences hypothèque les chances des joueuses de gagner en légitimité sportive dans un contexte, dans une discipline où eh bien, les performances sportives, en l'occurrence, sont essentiellement jugées à l'aune de critères masculins. Et donc comme ça, une pratique féminine a en fait peu de chances de gagner en légitimité, à mon avis. Et donc ce que j'aimerais montrer ici, c'est que en fait, c'est un peu comme si, tout se passe un peu comme si on assistait à une reproduction et en même temps à un déplacement des inégalités sexuées depuis les salariés qui sont menacés dans leur emploi, dans leur légitimité professionnelle, vers les pratiquantes, vers les footballeuses, dont elles sont chargées de développer la pratique sportive. Je ne sais pas si ça fait sens. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de détailler les arguments qui mènent à ça. Alors, ces CATRF... Ces CATRF, donc depuis leur création, elles sont responsables du développement du football au niveau régional. Et alors leur statut peut sembler à peu près équivalent à celui des hommes qui sont chargés de développer la pratique masculine à l'échelle régionale. Mais il apparaît en fait que la place qui leur est réservée dans l'équipe technique régionale, donc l'ensemble de tous les salariés techniques d'une région, est en fait dégradée à plusieurs égards, quoi. Alors ça, donc, notamment du point de vue de la reconnaissance de leurs compétences professionnelles et techniques en particulier. Ce différentiel dans l'appréhension des compétences des salariés masculins et féminins apparaît en fait d'abord de manière assez frappante dans les modalités de recrutement de ces CATRF. Puisqu'en fait, ces CATRF, elles sont embauchées essentiellement d'abord sur la base de leur engagement bénévole préalable en faveur du football féminin. Alors que les hommes, eux, sont essentiellement recrutés sur la base d'un diplôme spécifique au football, un brevet d'État par exemple. Et alors à ce titre, l'offre d'emploi que je citais tout à l'heure, donc pour un poste de CATRF en 2013, mentionne explicitement que la candidate recherchée doit être, je cite, une militante du football féminin. Et donc tout se passe un peu comme si bien, la gestion du football féminin exigeait avant tout un engagement plus que des compétences, ce qu'on demande par contre pour gérer le football masculin. Et alors donc du coup, tout ça a des conséquences sur le contenu du travail à proprement parler, puisque donc, théoriquement, les CATRF font le même travail que leurs homologues masculins, sauf que de fait, eh bien, on voit qu'elles sont largement reléguées aux missions les plus administratives du secteur technique. Alors, par exemple, elles ont des difficultés très claires à déléguer les tâches les plus administratives de leur travail, alors que c'est des tâches qui sont naturellement, dont leurs collègues masculins arrivent naturellement à se délester, comme par exemple l'organisation des calendriers des compétitions,
on est à la frontière entre le secteur technique et le secteur administratif. Et du coup, naturellement, les cadres techniques masculins peuvent tout à fait le faire prendre en charge par les salariés administratifs. Les CATRF n'ont jamais l'occasion de le faire. D'une manière... Enfin voilà, et donc ça donne un peu l'image comme ça que la qualification des CATRF comme militantes est toujours de nature à discréditer leurs compétences effectives dans le domaine du football, et donc à les reléguer aux tâches les plus administratives, alors même qu'elles ont acquis le même niveau de diplôme donc elles ont été recrutées sur des engagements, mais en fait depuis qu'elles ont été recrutées, elles ont quasiment toutes acquis le même niveau de diplôme que leurs collègues masculins, à savoir un brevet d'état niveau 2. Et donc à ce propos, une cadre technique m'explique, alors la cadre technique de la région de Bourgogne, pour tout vous dire, elle m'explique que donc au début on disait CATRF, parce que dans CATRF il y a A pour animation, ce qu'on ne retrouve pas dans l'intitulé des hommes. Et donc je vous demande pourquoi, et donc elle me dit au début c'était comme ça parce qu'on n'avait pas les diplômes comme les cadres techniques masculins, mais là on a tout le brevet d'état niveau 2, on est dans le technique nous aussi, mais il y en a qui ont des problèmes avec la terminologie, ils ont encore du mal à nous voir comme des expertes techniques. Et en fait, cette revendication d'une expertise technique, elle est d'une manière générale omniprésente dans les discours des CATRF, et en particulier dans celles qui se sont en fait récemment investies très lourdement et sur leur temps privé dans la préparation du brevet d'état niveau 2, qui est en fait une formation très exigeante, et qui, de fait, ne porte pas les fruits escomptés en matière de reconnaissance de leur travail et de leurs compétences. Et alors, si les dirigeants de la fédération ils disent vouloir faire en sorte que les CATRF aient un statut équivalent à celui de leurs homologues masculins, eh bien, en fait, ils envisagent aussi des politiques de rationalisation, qui est complètement indépendante, mais il y a aussi une politique de rationalisation de l'organisation du travail technique dans les régions, donc ils font une réforme de l'équipe technique régionale. Et alors, dans le cadre de cette réforme, les pratiques féminines et les pratiques masculines devront être gérées conjointement, donc non plus séparément par deux personnes différentes, et chaque salarié de l'équipe technique régionale sera en charge d'un des aspects de la pratique. Et donc les CATRF ne seront plus uniquement affectés à la pratique féminine. Elles perdent ce monopole comme ça un monopole qui est en fait un peu piège, mais de la gestion des pratiques féminines. Et donc par exemple lorsqu'un directeur technique au niveau national, qui est donc chargé de définir les fiches de poste des salariés régionaux, présente à 4 CATRF dans le cadre d'une réunion les détails en fait de cette réforme de l'équipe technique, et bien il leur dit, donc il leur apprend, enfin en tout cas il leur apprend, parce que je crois qu'elles ne savaient pas vraiment, qu'elles n'allaient plus gérer le foot féminin. Il leur dit, c'est à vous maintenant, vous allez devoir sortir de votre domaine de compétences, le féminin, vous allez prendre des nouveaux dossiers. Avec l'expérience, avec les diplômes que vous avez passés, donc le brevet d'état, avec tout le gros travail que vous avez fait depuis 10 ans, les compétences, vous les avez. Quand on vous a recruté, c'était sur un engagement, c'était pas sur des diplômes, mais aujourd'hui, les compétences techniques, vous les avez. Et donc, dans son discours, il évoque plusieurs choses qu'on a déjà évoquées, en particulier donc, l'opposition entre un engagement militant et des compétences, etc. Et il semble du coup reconnaître au CATRF l'acquisition de compétences techniques. Pourtant, quelques semaines plus tard, lorsque des CATRF lui expriment à ce directeur technique national les craintes quant à l'évolution de leur statut au sein de cette nouvelle équipe technique, il leur explique, il leur dit, mais il faudra être souple. C'est-à-dire être souple, c'est que si une fille, elle a peut-être pas les compétences pour un dossier, elle le laisse à un autre. Voilà. Si une telle, elle peut pas prendre, donc elle peut pas entraîner les sélections régionales, elle les laisse et elle prend le développement des pratiques à la place. Donc il a l'air de donner un exemple qui a l'air anodin comme ça, mais qui est en fait excessivement révélateur du maintien de la division sexuée des tâches, et puis également, de la précarité en fait du statut des CATRF, en tout cas dans le cadre de cette réforme. Puisque, donc il dit, c'est que du coup les CATRF pourront ne plus entraîner les équipes régionales. Donc les équipes régionales, c'est entraîner en fait c'est sélectionner les meilleures joueuses de la région
les entraîner, les former, et puis du coup les faire jouer contre d'autres meilleures équipes de région. Donc c'est quelque chose qui, dans les esprits, demande beaucoup de technicité, enfin vraiment quelque chose d'entraîneur, qui est très technique, quoi. Et puis donc il dit, celles qui ne sont pas capables de faire ça, eh bien elles pourront se charger du développement des pratiques, c'est-à-dire aider les clubs à développer le foot en salle, le foot féminin, etc. Donc en gros, ça correspond à prendre des contacts avec les clubs, organiser des réunions, enfin c'est en fait tout ce qui est beaucoup plus administratif. Et dans les faits, eh bien c'est exactement donc dans les régions dans lesquelles se met en place la réforme de l'équipe technique, c'est tout à fait ce qui se produit. Les filles sont, les CATRF sont en fait pour la plupart exclues des équipes, de la sélection des équipes, des sélections régionales, et puis par contre elles s'occupent du développement des pratiques. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dès lors qu'elles sont mises en concurrence avec, dans le cadre de cette réforme, avec leurs collègues masculins, eh bien, les CATRF en fait, perdent l'accès aux pratiques, aux activités qui sont les plus valorisées et les plus agréables à leurs yeux, c'est-à-dire entraîner des équipes. Et à la place, eh bien, on leur confie des tâches très administratives et beaucoup plus rébarbatives, beaucoup moins valorisées en tout cas. Et donc, il me semble que, en réponse à cette mise en concurrence, donc ça a eu lieu, cette réforme de l'équipe technique, elle a eu lieu il y a 2 ans. Okay. Donc en réponse à cette mise en concurrence, il me semble que les CATRF vont tenter de justifier leur expertise spécifique en matière d'administration et de développement du football féminin en insistant sur l'existence de différences naturelles irréductibles entre hommes et femmes. Différences qui, de fait, justifieraient la nécessité de leur affectation à la gestion des pratiques féminines. Pratiques qui doivent être, d'une part, gérées différemment de celles des garçons, puisque les filles ont des attentes différentes de celles des garçons, donc, en tout cas dans la rhétorique qu'elles mettent en place, et puis en même temps qui doivent être gérées principalement par des femmes. Et alors, donc ça se retrouve très clairement dans les politiques de développement que les CATRF, du groupe de travail que j'observe, mettent en place depuis 2 ans, avec un véritable revirement. Alors, pour justifier en fait pour justifier les actions de développement qu'elles mettent en place, les CATRF font sans cesse référence aux caractéristiques intrinsèques des filles et implicitement des garçons aussi. Et donc par exemple, elles ont rédigé un document qui est destiné à aider les clubs à développer des sections des équipes féminines. Et donc elles ont rédigé comme ça quelques pages qui décrivent les caractéristiques des joueuses en fonction de leur âge. Et donc pour chaque catégorie d'âge sont répertoriées alors, les caractéristiques physiomorphologiques, les caractéristiques affectives, sociales et psychologiques des filles. Et donc pour chaque point, en fait, sont renseignés comme ça quelques items sous mes yeux, un peu comme ça, au gré des idées des unes et des autres. Alors on apprend par exemple dans ces fiches que la joueuse, puisque du coup tout est au singulier, ce qui est déjà un peu inquiétant, mais par exemple on apprend que la joueuse de 12 ou 13 ans a, je cite, un attachement fort à sa famille, elle est très attentive, a parfois du mal à relativiser l'échec, etc. Donc tout ça est fait comme ça, sans référence à aucun document. Et lorsque j'interroge donc ces ATRF sur le fondement de ces propositions comme ça, bon, alors l'une me dit que c'est avec le métier, on voit les choses, on a l'habitude. Et elle ajoute en me disant, quand on est une femme, c'est des choses qu'on sait. Sans préciser plus que ça. Et alors, pareil, sur la base comme ça de ces conceptions naturalistes, enfin en tout cas différentialistes, elles estiment que les filles ont des préférences différentes de celles des garçons de leur âge. Et alors, c'est comme ça qu'elles promeuvent une pratique, elles valorisent une pratique sportive uniquement en non-mixité pour les filles, interdisant même dans certaines conditions aux filles de jouer en mixité, sachant que à l'heure actuelle, les filles peuvent jouer avec les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans. Et donc elles, ce qu'elles veulent, c'est que dès le plus jeune âge, donc dès 6 ans, les filles jouent séparément des garçons, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Et alors donc elles incitent d'abord les filles à jouer. Elles incitent. Ouais, il me reste ouais. Elles incitent d'abord les filles à jouer en non-mixité, et elles incitent également les clubs à proposer donc, à ces filles qui jouent en non-mixité des activités ludiques, puisque considérant que les filles n'aiment pas trop l'enjeu compétitif, et donc les activités ludiques préconisées, c'est par exemple des ateliers de maquillage ou bien des ateliers de cuisine. L'idée étant d'organiser le goûter à la fois pour les filles et pour les garçons qui jouent sur le terrain à côté.
Elle propose également comme ça des pratiques qui sont des pratiques sportives différentes en jouant à 3 contre 3 au lieu de 5 contre 5 pour les garçons, etc. Et donc il me semble qu'au-delà de la reproduction des normes de genre qu'impliquent ces pratiques, eh bien, ça favorise aussi l'acquisition de dispositions sportives différenciées chez les filles et les garçons, qui eh bien, vont peser ensuite sur les chances des filles de rendre légitimes leurs pratiques sportives, jugées, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'aune des pratiques masculines essentiellement. Et donc, il me semble que tout se passe un peu comme si les stratégies des CATRF pour faire reconnaître leurs compétences professionnelles, leur expertise, eh bien, orientent la manière dont elles promeuvent le football féminin dans un sens qui finalement ne semble pas réellement permettre l'égalisation des conditions de jeu, enfin des conditions sportives des hommes et des femmes, et puis qui pèse d'ailleurs certainement en retour sur la valorisation de leur profession, ou en tout cas de leur statut à elles, quoi. Voilà, je vous remercie. Désolé. Merci beaucoup.